Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Réplique face à face. Nous recevons aujourd'hui Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC et secrétaire national en charge des jeunes de ces partis politiques. Avec lui, nous allons parler du dernier congrès du MLC qui s'est tenu la semaine dernière. Nous allons parler de la candidature unique de l'opposition ainsi que le rapprochement du S. Donc c'est une question. Doit-on parler d'un rapprochement entre le MLC et la majorité présidentielle? Parce que nous avons vu lors du dernier congrès la présence de certains membres de la majorité présidentielle qui suscitent déjà de débats. Ce sont des grandes questions d'actualité que nous allons parler au courant de cette émission. Nous allons également évoquer les discours du chef de l'État. C'est que l'opposition attend de ces discours que le président de la République, qui serait, si je peux le dire ainsi, les derniers discours devant les deux chambres réunies en congrès. Jean-Jacques Mamba, bienvenue à cette émission Réplique. Merci. Voilà, c'est pour la première fois que vous soyez reçu dans cette émission. Alors, il y a eu le congrès du MLC qui s'est tenu la semaine dernière. Jean-Pierre Bemba a été désigné candidat du MLC. Pourquoi toujours Jean-Pierre Bemba? Pourquoi lui? Quelles sont les raisons que vous avez poussées pour désigner cet acteur politique qui a passé 10 ans à la CPI? Mais d'abord, il est l'initiateur du projet. Ensuite, c'est le meilleur candidat que nous avons. Comme vous pouvez le constater, une élection présidentielle à un tour est une élection difficile, surtout lorsqu'il y a un climat de suspicion. Donc le MLC se devait d'aligner le meilleur parmi ses meilleurs, et M. Jean-Pierre Bemba est le meilleur de nos candidats, et donc nous l'avons choisi pour nous représenter à la présidentielle. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba, face à d'autres candidats de l'opposition, il peut faire face et il serait mieux? Écoutez, il y a des discussions qui seront ouvertes. D'abord, il faut connaître qui seront candidats, parce qu'il ne faut pas discuter avec des prétendus candidats. Il faut que les candidatures soient déposées. Le prétendu candidat. Oui, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont l'intention d'être des candidats à la présidentielle. Par contre, il y aura un dépôt de candidature. Ensuite, il y aura une liste définitive et nous connaîtrons à ce moment-là les vrais candidats. Et lorsqu'ils seront connus, des discussions seront entamées pour atteindre l'objectif final qui est la désignation d'un candidat commun qui pourra représenter l'opposition présidentielle. Donc, ça sera difficile de désigner un candidat commun de l'opposition avant le dépôt des candidatures. Ce n'est pas logique, c'est tout à fait asynchrone, parce que vous savez, ce sont des discussions qui sont difficiles. Nous avons plusieurs leaders dans l'opposition. Chaque leader a, si vous voulez bien, un coin du pays dans lequel il est très populaire. Je peux vous donner des exemples. M. Kamer est très populaire au Sud Kivu. M. Félix Tshisekedi, qui est déclaré candidat, est très populaire au Kasaï et à Kinshasa. M. Bemba est populaire un peu partout dans le Kasaï, un peu moins qu'il est à Kinshasa, en Équateur. Mais il faut que la discussion se fasse entre des personnes qui sont reconnues candidats. Imaginez-vous le scénario où vous commencez les discussions maintenant avec des personnes qui ont l'intention d'être des candidats. Ça veut dire qu'il se peut que ces personnes-là, soient invalidées. Il se peut que ces personnes-là n'aient pas les moyens. Comment voulez-vous faire des accords avec des personnes qui, entre guillemets, ne sont même pas encore officiellement des candidats présidents de la République? Dès lors que les personnes auront payé la caution de 100 000, c'est un indicateur sérieux de leur ambition d'aller à la présidentielle. Et s'ils sont retenus, en ce moment-là, les discussions sérieuses peuvent être entamées. Mais avant cela, ce seraient des discussions qui pourraient être remises en cause après la liste définitive de la CENI. Nous devons l'éviter. Vous ne voyez pas que candidat qui accepterait être en commun pour la présidentielle, il dépose sa candidature, il paye ses 100 000 $ et après, il doit s'allier avec XY. Donc c'est 100 000 $. Ce sont des discussions politiques et c'est cela même le sens de la République, c'est le sens du sacrifice. Les mêmes 100 000 $ qu'il aura payé pour être candidat ne seront pas remboursables. Donc même s'il est candidat et qu'il perd cette élection, il aura perdu et les 100 000 et tous les frais engagés pour la campagne. Donc payer déjà 100 000 $ dans un pays où les gens gagnent moins d'$1 par jour, c'est un sacrifice que les gens vont consentir pour sauver ce pays. Nous respectons le sacrifice, mais il faudra, dans une deuxième étape, essayer de réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure, via des accords, l'on pourrait aller en bataille en ordre uni. Est-ce que vous pensez que ça sera facile que l'UDPS, par exemple, accepte la candidature de l'opposition
de Jean-Pierre Bemba? Nous ne sommes pas chercheurs de facilité, nous sommes chercheurs de responsabilité. Il n'est pas dit que ce sera effectivement ou absolument M. Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas dit que ce sera M. Félix Tshisekedi ou encore moins M. Vital Kamerhe. Je dis que des discussions doivent être ouvertes entre responsables, tenant compte des forces des uns et chacun, tenant compte de l'enjeu, du fait qu'il n'y a qu'un seul tour, du fait qu'il y a la machine à voter et qu'il y a une majorité qui tient absolument, même via des moyens frauduleux comme ce fut le cas en 2011 et 2006, à garder le pouvoir. Face à toutes ces questions, nous en appellerons au sens de responsabilité de tous et chacun pour que les discussions fructueuses et des accords à respecter puissent les conduire, si vous voulez, à une candidature unique. Alors, qu'en est-il de votre association, si je peux le dire ainsi, votre plateforme qui n'a pas encore de nom entre vous et l'UNC? On vous a vu une fois signer un communiqué commun qui se disait déjà il y a vraiment un rapprochement MLC, UNC, même voire l'UDPS. Non, ce n'était pas pour faire des plateformes électorales. C'était un rapprochement en vue d'ouvrir d'éventuelles discussions pour la candidature unique de l'opposition. Donc nous sommes restés très ouverts. À l'époque d'ailleurs, M. Jean-Pierre Bemba n'était pas encore libre, que nous étions déjà ouverts à ce type de discussion pour permettre à ce pays de connaître sa première alternance pacifique. Donc ces discussions étaient ouvertes avec l'UNC, avec l'UDPS, avec le PALU, représenté à cette époque-là par M. Mouzito. C'était des discussions pour dire que le MLC, en tant que parti politique, reste ouvert à l'idée que l'opposition devra se choisir un seul candidat pour aller au présidentiel. Alors, nous avons suivi tous l'actualité. Jean-Pierre Bemba a été acquitté et il est maintenant un homme libre et doit rentrer au pays. Est-ce qu'il y a déjà une date fixée? Non, il n'y a pas de date. Vous savez, il y a beaucoup de préalables, mais bon, je pense qu'il se prépare et il reviendra. Il a dit dans son message au Congrès qu'il est en route, c'est-à-dire qu'il se prépare pour venir et nous l'attendons de pied ferme. Et il ne sera pas, sa candidature ne sera pas mise à côté par rapport à ces moments passés à la CPI, par rapport aussi à ce qui s'était passé avant qu'il quitte le pays. Vous avez vu, jusqu'à preuve les du élections, contraire, il y a eu... jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucune indication qui va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il déposera sa candidature en bonne et due forme. Il n'a aucun procès en justice. Il a un casier judiciaire vierge. Et voilà, les 10 années qu'il a passées à l'extérieur sont le fait de sa détention préventive dans le cadre du procès pour lequel il a été innocenté. Donc, en tant que Congolais, il reviendra dans son pays et déposera sa candidature comme nous le souhaitons. Pourquoi les cadres de la majorité présidentielle au congrès du MLC? Pourquoi c'est chaud? Mais il faut vous rappeler, vous savez, nous sommes un parti républicain. C'est comme lorsque vous nous dites que dans les commissions au niveau du Parlement, nous sommes ensemble avec les gens de la majorité. La commission PAJ, la commission socioculturelle, nous travaillons ensemble au sein du Parlement. Là, c'est une institution étatique. Mais voilà ce que je dis, c'est qu'en 2006, nous les avions invités. À l'époque, M. Kamer était venu aussi en tant que secrétaire général du PPRD. Dans tous les partis politiques, il y a ce qu'on appelle un chargé ou un secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques. Et lorsqu'il y a congrès, à la cérémonie d'ouverture, nous invitons tous les partis politiques sans distinction aucune. Maintenant, et après, le ressenti au niveau de la population ou le ressenti que j'ai pu observer au niveau des réseaux sociaux est tout à fait justifiable, mais il faut que nous ayons quand même un esprit républicain que de comprendre que nous sommes d'abord en politique, que tous les partis sont idéologiquement différents et que le fait que nous invitions un parti ou qu'il soit présent pour une cause qui est l'ouverture, si vous voulez, de notre congrès, n'enlève en rien notre qualité d'opposant. Pour preuve, lors de ces assises, le discours des plus véhéments à l'encontre de la majorité a été lu par Madame la secrétaire générale, et je peux vous dire que la salle en était aux applaudissements. Et donc, ce n'est pas de la forfaiture, ce n'est pas de la compromission, c'est quelque chose de très normal. D'abord, ce sont les autorités du pays. Lorsque vous voulez, aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs cas. Vous pouvez par exemple avoir M. Fayoulou qui voyage, vous pouvez avoir M. Tshisekedi qui voyage. Il demande son passeport au ministère des Affaires étrangères parce que c'est d'abord la République. Donc, entre les partis politiques, si aujourd'hui le MLC est endeuillé ou que le PPRD est endeuillé, vous n'allez pas nous dire que la présence des membres du MLC à un deuil ou une cérémonie officielle d'enterrement d'un membre du PPRD serait une compromission. Monsieur Mamba, dites-nous, quel est l'objectif d'un congrès? Écoutez, le congrès, le nôtre, celui qui a été convoqué, a plusieurs objectifs. Mais si vous voulez, l'ordre du jour de notre congrès, c'était les questions électorales. Et donc nous avions... Alors lorsque vous appelez vos
ceux-là qui sont en face de vous, donc vos contradicteurs, donc ceux-là qui ne partagent pas votre idéologie, qu'ils viennent participer à ces congrès. Pour quel objectif? Quel est le but que vous visez? Nous ne visons aucun but. Je vous dis que c'est une tradition dans les partis politiques. Nous avons été invités Le par MLC. l'UDP. Oui, nous avons été invités par l'UDPS. En 2006, nous avions invité M. Kamer à notre congrès. Il était venu. Parce qu'en ce mois-là, il y avait des rapprochements. Certes, vous étiez au gouvernement, et vous travaillez. Non, il n'y avait pas de rapprochement. Nous sommes du PPRD, vous de et du c'était MLC, nos premiers adversaires, parce que nous étions dans l'Union pour la Nation, et vous aviez l'autre côté qui était représenté par le PPRD. C'était nos premiers adversaires que nous avons affrontés au deuxième tour au présidentiel. Mais nous les avions invités. Cela n'est pas ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas de les avoir invités. Mais il faut maintenant voir aussi, lorsqu'il y a eu le congrès, quel était le discours d'ouverture à l'encontre des mêmes autorités. Comment se sont-elles comportées dans la salle et qu'est-ce que nous avons fait pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord. Comme je vous le dis, nous travaillons avec eux en divers endroits. C'est une tradition du MLC d'inviter les autorités du pays à l'ouverture du congrès. Maintenant que ça choque certaines sensibilités, nous pouvons le comprendre. Mais ça n'enlève Chadar, rien. actuellement, il n'est pas l'autorité du pays, il est l'autorité d'un parti politique. Si vous avez invité le ministre, là, on aurait pu comprendre. Chadari est celui qui est chargé. Nous avons un secrétaire je vous explique. De parti politique. Monsieur Chadari, il est secrétaire permanent du PPRD. Et nous avons un chargé des relations avec les partis politiques qui l'invite en tant que tel. C'est-à-dire, nous n'avons pas invité le ministre de la Justice ou qui que ce soit. Monsieur Atoundou, juste pour sa présence. Monsieur Atoundou a été invité, il est le porte-parole de la majorité. Nous l'avons été invité en cette qualité-là. Donc, ils n'ont pas été invités en tant que, entre guillemets, autorité du pays, mais dans le cadre des relations avec les partis, des invitations ont été lancées aux amis de l'ensemble. Vous avez vu Sessanga, vous avez vu tout le monde, aux gens de l'UDPS, et il n'y a aucune raison. Parce qu'ils sont de l'opposition, c'est justifiable. Non, vous savez, l'opposition, c'est un concept qui est très vaste. Ok? Ils peuvent être de l'opposition sans que nous soyons d'accord. À un moment donné, l'UDPS voulait aller au gouvernement, nous avions refusé d'aller au gouvernement, pourtant nous sommes tous de l'opposition. Donc ce n'est pas le terrain opposition-majorité, mais nous parlons du concept de parti politique. Et nous avons invité, toutes tendances confondues, les partis à venir assister à notre congrès. Je comprends et je répète, le tollé que ça peut soulever, mais nous restons républicains et nous assumons le fait qu'il soit venu, surtout que nous avons tenu un discours qui reste des discours les plus historiques, un discours historique, des plus véhéments sur le bilan de ce que ses amis de la majorité ont fait dans ce pays. Certains analystes estiment que le MLC n'a jamais été contre le pouvoir de Joseph Kabila, soit le pouvoir en place, parce que nous avons vu, vous avez même signé, vous avez participé dans tous les dialogues que la majorité présidentielle ou bien le pouvoir a organisé. Nous avons vu les MLC aux concertations, nous avons vu les MLC même signer les arrangements particuliers au Palais du Peuple, au moment où l'opposition, dans sa majorité, ne voulait pas de ces arrangements particuliers. Aujourd'hui, la présence des acteurs de la majorité au sein du Congrès du MLC, nous avons vu cette facilité, cette gentillesse qu'on n'a jamais vue de la majorité en facilitant l'octroi du passeport de Jean-Pierre Bemba, chose que nous n'avons pas l'habitude de constater lorsque il choisit d'un opposant à la taille de Jean-Pierre Bemba. Voyez, là vous avez dit beaucoup de choses à la fois, je vais répondre une par une. En ce qui concerne le passeport, je vous ai parlé de M. Etienne Tshisekedi qui voyageait. Je vous ai parlé de M. Félix Tshisekedi qui est un grand opposant qui voyage sans problème. On a renouvelé son passeport. Il n'y avait aucune raison qu'un passeport diplomatique ne soit pas délivré au sénateur Jean-Pierre Bemba. Aucune. M. Fayoulou, qui est un opposant farouche, a son passeport. M. Kamer est pareil. Donc cette question-là, nous pouvons la vider. Maintenant, revenons au Congrès. Et puis, je vais passer aux arrangements particuliers et ensuite, nous allons parler des concertations nationales. Mais pour le Congrès, est-ce que vous savez que nous avions fait un récital de tous les morts au nom de la liberté du MLC? Boteti, Ngangale, on a accusé nommément et on a cité nommément les autorités congolaises qui étaient là comme auteurs de ces morts. Et nous avions dit que ces morts seront... C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui restera impuni. Une manière de humilier dans votre congrès. Voilà, une manière de dire aussi, lorsque les gens disent que nous sommes avec le pouvoir, de dire qu'il n'y a aucun parti dans ce pays qui a fait couler autant de sang au nom de la liberté. Monsieur Jean-Pierre Bemba, dont nous parlons, dans quelles conditions il a quitté ce pays?
Il y a même eu une balle qui a traversé, qui a atteint un de ses chauffeurs alors qu'il était déjà dans l'enceinte de l'ambassade. Combien de militants avons-nous perdus? Combien de militaires avons-nous perdus au nom de la liberté, au nom de la démocratie? Aujourd'hui, c'est quand même... Non, mais ça choque d'entendre des propos aussi légers sur un parti qui aujourd'hui totalise le bilan le plus grave des morts, de ces militants morts au nom de la liberté. Donc même l'UDPS n'a pas connu autant de désagréments. Aujourd'hui, on parle des arrestations, des gens qui sont à Makala, ainsi de suite, mais nous parlons des personnes assassinées au nom du bien, au nom de ce qui est juste, au nom de ce que nous voulions en tant qu'idéal. Et j'aimerais qu'à ce titre-là, on puisse respecter ce parti qui a fait couler son sang, en tout cas qui a fait couler le sang, qui a vu couler le sang de ses militants au nom de cet idéal. Maintenant, revenons aux arrangements particuliers très rapidement. Vous saviez, à l'époque, M. Nang a voulu faire le malin, excusez-moi l'expression, en disant que le calendrier tardait parce qu'il attendait la signature des arrangements particuliers, parce qu'il attendait que les politiques s'arrangent. Nous savions que M. Kabila faisait de son mieux avec son compère Nanga pour que les élections soient retardées, parce que lui, il avait même demandé 3 ans. Nous voulions lui retirer tout prétexte de ne pas produire un calendrier qui nous donnerait les élections dans les délais convenus. Et donc, nous avions pris cette lourde responsabilité de signer ces arrangements particuliers pour vider cette question et permettre à ce que ce calendrier qui est exécuté actuellement soit produit. Donc ça, c'est la raison fondamentale. Ensuite, vous aviez aussi les concertations nationales. Mais rappelez-vous... Donc vous avez signé pour faciliter à la CENI de publier les calendriers. Nous avons signé pour enlever tout prétexte à M. Nanga dans le retard de la production du calendrier, donc dans le retard des élections. C'est parce que vous aviez souhaité avoir la présidence du CENSA. Non, pour nous, en fait, nous sommes l'un des rares et peut-être même le seul parti lors des concertations, lors du dialogue de la Saint-Sylvestre, qui avions dit non à tout poste concernant la gestion. Le CENSA, c'était un poste d'arbitrage. Voyez-vous même le rôle que joue M. Lengankoui. Il fait les arbitrages entre le gouvernement et la CENI. Donc vous avez signé pour le poste du CENSA? Bien sûr que non. Je suis en train de vous le dire. Moi, je suis Mme Bazaïba. J'étais au dialogue. Le MLC demandait le poste du CENSA. Nous l'avions demandé, mais nous n'avions pas signé pour l'avoir. Nous avions signé, et d'ailleurs, il y avait une très grosse discussion au niveau du parti, parce que ce n'était pas une décision unanime. Il y a une bonne partie des cadres du parti qui ne voulaient pas signer, mais nous avions signé premièrement pour enlever ce prétexte-là, M. Nanga. Deuxièmement, parce que nous avons plusieurs prisonniers qui devaient bénéficier de l'amnistie et aujourd'hui qui sont encore en prison, pour lesquels nous avions signé. Nous avions aussi au problème au niveau de la CENI, parce que nous devions remplacer notre délégué à la CENI. Nous avions signé pour cette raison-là. Mais oui, nous voulions la présidence du CENSA et nous ne l'avions pas obtenue. Mais cela n'a pas empêché que nous restions d'appoint et que nous continuions à suivre le processus tel que nous le suivons actuellement. Donc, c'était notre prétention. Je ne vais pas le nier ici, mais ça n'a jamais constitué un obstacle à quoi que ce soit parce que nous ne sommes pas demandeurs. Nous n'avions pas conditionné notre participation aux élections ou au processus dans son ensemble à l'obtention de la présidence du CENSA. Maintenant, très rapidement, les 2 derniers points qui restent, en ce qui concerne les concertations nationales. Si vous lisez les 100 résolutions pour lesquelles nous avons bataillé aux concertations, il s'agissait déjà, en cette époque-là, 2014, d'organiser le processus électoral en amont. Nous y sommes allés en appelant nos amis de l'UDPS, et d'abord avec une circulaire qui caractérise le MLC depuis ces 10 dernières années, que de dire « nous ne voulons pas des postes, ainsi de suite ». Vous connaissez la rhétorique. Donc, nous avons appelé... Vous participez pour récuser les postes? Non, nous participons, nous disons que le meilleur pouvoir, c'est celui qui est issu d'une majorité parlementaire et donc issu des élections. Il faut aller aux élections, il faut les gagner, avoir la majorité et gouverner. Et là, vous avez une assise pour faire un programme. Est-ce que vous pouvez nous parler des retombées de ces concertations? Laissez-moi quand même terminer. Donc, dans ces 100 premières résolutions, il était bien marqué que nous devrions commencer en amont l'organisation du processus électoral, notamment les enrôlements. Nous avions à l'époque appelé nos amis de l'UDPS pour leur dire, écoutez, c'est le moment d'éviter à ce que M. Kabila en 2016 nous raconte que nous avons des difficultés, ainsi de suite. Venons, faisons table rase, parce que l'UDPS à l'époque parlait de l'impérium, faisons table rase et organisons-nous pour 2016. Pouvez-vous me dire sincèrement que si nous avions commencé les enrôlements en 2016, à l'époque des concertations, lorsque M. Kabila s'était engagé, aurions-nous eu des difficultés en 2016 si nous avions commencé en 2014? Bien sûr que non. Donc, nos motivations étaient nobles.
Nous n'y sommes pas allés pour avoir des postes ou quoi que ce soit, quoique quelques de nos amis sont partis, ont trahi le parti. Mais déjà à cette époque-là, notre volonté manifeste, c'était de régler toutes les questions qui nous permettraient d'atterrir en 2016 en douceur. M. Kabila a profité de la division de l'opposition et donc il n'a pas appliqué les 100 premières résolutions, ce qui fait que nous sommes arrivés en 2016, il a commencé à nous raconter que nous devons discuter. Alors que la vraie discussion, nous l'avions eue en 2014, mais malheureusement, faute d'avoir un consensus national et surtout d'avoir attiré tous les opposants, M. Kabila en a profité pour recréer des discussions en 2016 et pour se maintenir jusqu'en 2018. Donc aujourd'hui, le MLC se sert du pont de la majorité présidentielle. Si la majorité veut faire quelque chose, le MLC vient, entre dans cette dynamique, signe et après se retire. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous avons, après avoir abandonné les armes, pris l'engagement d'être un parti républicain. M. Bemba, en 2006, aurait gagné ces élections. Aujourd'hui, il y a une phrase célèbre. J'ai accepté l'inacceptable. Au nom de quoi a-t-il accepté... Excusez, M. Bamba. Comment pouvez-vous dire que Jean-Pierre Bemba aurait gagné ces élections? Les résultats en notre possession indiquent que M. Bemba avait gagné les élections. Mais lui-même avait reconnu son échec juste après la publication. C'est ce qui est noble. C'est de ça que ce pays a besoin. Ça s'est contredit, ce que vous dites. Laissez-moi terminer. Je ne me contredis pas. Je vous explique un peu le paradoxe d'un M. Kabila qui peine à lâcher le pouvoir. On ne sait pas si demain il va l'annoncer. Et M. Bemba qui est un républicain qui a abandonné les armes et qui, face à une injustice électorale, prend l'initiative de dire « j'accepte l'inacceptable » et se retire pour attendre 5 ans après. Si M. Kabila se comportait comme M. Bemba, on n'en serait pas là. Il aurait démissionné depuis 2016. Donc nous sommes un parti républicain dès lors que nous avons... Mais je vous le dis. Quelqu'un qui était incarcéré pendant un certain moment à la CPI, il n'a jamais voulu avoir un autre président de son parti politique. C'est une dictature également. Je vais continuer. Laissez-moi finir mon propos, c'est plus intéressant. Nous quittons la rébellion, nous faisons le 1+4, nous allons aux élections, nous perdons, et nous disons, nous acceptons l'inacceptable. L'inacceptable, c'était de perdre injustement. Nous restons là. Opposition républicaine. Au Parlement, entre 2006 et 2011, la majorité des lois et les meilleures lois qui ont été proposées, surtout celles de l'opposition, ont été proposées par le MLC. À l'époque de François Mwamba, Jean-Lucien Boussin, ainsi de suite. Nous allons aux élections 2011. Sans le président national, nous sommes quand même la deuxième force politique de l'opposition et nous sommes, en termes de production parlementaire, la première force de l'opposition. Donc, nous avons, si vous voulez, conceptualisé un modèle de société dans lequel un parti politique, un parti républicain avance avec des idées et les lois sont respectées. Et ça, c'est notre modèle. Maintenant, si vous nous reprochez de signer dans les accords particuliers, c'est parce que nous voulons donner une chance à la République. Nous demandons... Comme d'habitude. Regardez, nous avons créé le Front pour le respect de la Constitution. Oui. Vous vous souvenez de ça? Quelles sont ces retombées? Mais écoutez, on ne va pas passer du coq à l'âne. Moi, je vous parle et vous m'écoutez. Après, si vous avez une question, vous me posez. Donc, nous avons créé le Front pour le respect de la Constitution. Savez-vous que les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous sommes en 2018, mais ce sont des problèmes qui sont liés au fait que la Constitution n'a pas été respectée. M. Kabila ne respecte pas les lois. Donc, pour vous montrer à quel point le MLC est attaché à la République, toutes nos initiatives vont dans le sens de consolider la paix, favoriser la démocratie et favoriser l'émergence de ce pays. Je vous ai posé la question, quelles sont les retombées de front qu'on met pour le... Mais nous avons pesé de nous tout notre poids. Vous savez pourquoi les discussions de la 5 ans ont duré? Nous sommes le seul parti qui a émis des réserves à ce que M. Kabila reste à la tête du pouvoir après 2016. Et nous sommes les seuls qui avons bataillé jusqu'à la fin pour que soit bien mentionné dans l'accord que M. Kabila ne se représente pas. C'est le front. Vous aviez même remarqué qu'à un certain moment, nous sommes sortis de la salle. Ça veut dire que nous croyons en un idéal, en un Congo meilleur. Malheureusement, M. Kabila est en train de tout remettre à zéro. Et nous disons que, quoi qu'on puisse nous reprocher, nous ne croyons qu'en la République. Pour nous, c'est la République qui est la meilleure des choses. Pour nous, c'est le respect de la Constitution. Pour nous, c'est le respect de l'homme, le respect des droits humains. Pour nous, c'est la construction d'un État prospère. Et si ce ne sont pas des valeurs que nous partageons avec tout le monde, et c'est tout à fait normal que les gens ergotent autour des positions que nous prenons, qui cadrent effectivement avec notre idéal. Et si aujourd'hui, Joseph Kabila a rappelé le MLC comme son allié, comme en 2006, avant les élections de 2006, MLC était allié au pouvoir en place.
De quelle alliance parlez-vous? Ben oui, à 1+4, tous ceux-là. Une alliance? Ben oui, pour diriger, Non. être dans un même Non, gouvernement. s'il vous plaît. Être dans un même S'il vous plaît. gouvernement. Comme aujourd'hui. Non. Comme aujourd'hui. Il faut lire les accords de Sun City. Il n'y a jamais eu d'alliance entre le MLC et la majorité. Mais Il y travailler a dans eu un même un gouvernement. partage de responsabilités Partage du et pouvoir. dans les limites, voilà. Ouais. Et il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'alliance entre le MLC et le PPRD. Et si aujourd'hui Joseph Kabila a accepté laisser son pouvoir, soit accepter prendre Jean-Pierre Bemba comme son dauphin? Mais écoutez, vous savez, d'abord, nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Nous disons qu'il doit respecter la Constitution, point barre. Il n'est même pas capable de la respecter. Ce qu'il veut et ce qu'il va faire ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que la Constitution soit respectée. Après, pourquoi M. Bemba serait dauphin de M. Kabila? Au nom de quoi? Au nom de quel principe? En quoi serait-il son dauphin? M. Bemba n'est pas de sa famille politique. Je suis désolé, il n'est pas de sa Bien. famille politique. La machine à voter, la nouvelle pomme de discorde. Et ce qui reste apparemment la seule grande pomme de discorde de la classe politique, au sein de la classe politique congolaise. Vous êtes du MLC, vous refusez également cette machine à voter. Alors, comment participerez-vous à ces élections? Mais le calendrier indique qu'il y avait un espace donc, dans les opérations, je crois 37 à 41, enfin je peux me perdre dans les chiffres, où on doit commander les bulletins, on doit... En fait, le dernier calendrier publié et présenté à l'Assemblée nationale et présenté à la classe politique parle d'impression de bulletins, donc nous continuons à croire que c'est possible. Mais vous avez déjà pris, il y a les machines à voter qui sont déjà là. Mais M. Nang a sans tête. La loi dit qu'il faut un consensus autour de tous les mécanismes de vote possibles. Il faut qu'il y ait un consensus entre la majorité et l'opposition. M. Nang n'a pas cherché ce consensus. Il a dit sans machine à voter, pas d'élection. Ben, s'il va nous imposer la machine, on va bien voir comment ça va se passer. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la majorité des partis de l'opposition, nous disons que ce n'est pas opportun d'aller aux élections avec une machine qui n'est pas certifiée et dont nous ne connaissons vraiment pas, si vous voulez, les tenants et les aboutissants. Le MLC ira aux élections avec la machine à voter. Vous avez bien suivi qu'au Congrès, nous avons dit que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Le Congrès l'a dit, c'est une des résolutions de notre Congrès. Vous n'allez même pas obtempérer si la CENI s'entêtait, comme vous l'avez dit, d'organiser les élections avec la Il machine. n'appartient pas à la CENI de s'entêter. Nous avons, via des institutions nationales, dont l'Assemblée nationale, créé la CENI pour qu'elle organise les élections et non pas pour qu'elle impose les élections de la manière la plus cavalière. D'abord, il n'y a pas eu d'audit sur le procédé d'acquisition de ces machines, il n'y a pas eu certification de la machine, et s'ils tiennent à continuer avec ce projet, ils doivent en donner les garanties les plus suffisantes. Donc aujourd'hui, la question de la machine à voter ne doit plus être débattue. Il faudrait les... Si la CENI peine à convaincre, c'est parce qu'elle a des choses à cacher. Nous avons demandé à la CENI de faire certifier cette machine. Nous avons posé un bon nombre de questions à la CENI. Madame Eve Bazin est allée à la CENI, il y a eu un bug sur une des machines. Il y a l'UDPS qui a envoyé 45 questions à la CENI qui n'ont pas été, dont les réponses n'ont pas été satisfaisantes. Il y a plusieurs questions. Il appartient maintenant à la CENI, si elle tient à cette machine, de nous démontrer et de la faire certifier et de nous en donner toutes les garanties nécessaires, ce qui n'est pas encore le cas. Donc la machine à voter n'arrange pas le MLC pour aller aux élections, même si Jean-Pierre Bemba sera candidat. Mais vous allez quand même déposer votre candidature. Nous avons déjà déposé pour 715 candidats au provincial. On va le faire pour le national et les présidentielles. Mais avec la machine à voter toujours? Mais non, vous écoutez, déposez ne pour quelles confondez élections? pas. Les élections du 23 décembre, El Nang a dit il nous faudrait continuons à l'organiser avec la machine à croire, voter. nous continuons à croire que il est possible de faire des élections avec des bulletins papier parce que, compte tenu des arguments avancés, dont le nombre de candidats et avec la caution prohibitive, ce nombre sera réduit drastiquement, nous pensons qu'il sera encore possible d'imprimer des bulletins en cas de non-consensus sur la machine à voter. Voilà, M. Mamba, le président de la République, Joseph Kabila, va s'adresser devant le parlementaire réuni en congrès. Qu'est-ce que vous, de l'opposition, principalement du MLC, vous attendez de son discours? Mais on a déjà le discours, donc on n'attend rien parce qu'on a déjà lu. Ça fait 15 ans qu'il dit la même chose. Donc, vous avez déjà lu le discours? Oui, on a déjà lu. J'ai déjà la copie du discours de l'année passée. On va déplacer des virgules et puis c'est bon. Donc il n'y aura rien qui va changer. On va déplacer quelques mots, mais je l'ai même par cœur si vous voulez. Le processus électoral, vous connaissez un peu la phrase là. Donc ça, on a déjà lu, on n'attend rien du tout. On va relire pour ceux qui auront le temps.
Donc, mais pour vous, vous savez déjà... J'ai pris la peine de lire les 15 derniers, et comme j'ai vu qu'il y avait des virgules qui se déplaçaient, j'ai juste entassé, et puis je lis la dernière phrase. Vive la RDC, voilà, le processus électoral, il va dire une phrase de ce genre-là. Mais qu'est-ce que vous souhaitez entendre? Donc, M. Kabila, on ne peut plus rien souhaiter. Il faut le laisser faire comme il a envie de faire. Il considère que la République, c'est son bien. Il considère que c'est sa constitution. Il a dit dernièrement, ma constitution. Il considère que tout lui appartient, que nous sommes dans un royaume, c'est un empire, c'est lui le chef, c'est lui qui dirige les gens. Il fait ce qu'il veut. Donc nous ne souhaitons rien et nous attendons de voir ce que nous diront les listes électorales le 8 août. Alors, donc certains de l'opposition, bien sûr, attendent que le président de la République, attendent de son discours, qu'il puisse se prononcer quant à son avenir politique. Ils seront déçus. Qu'ils disent clairement qu'ils ne sera pas candidat. Il ne va pas le faire. Le chemin vers les élections est balisé. Voilà, c'est la réponse qu'ils auront. C'est tout. Monsieur Mamba. Oui. Alors, il y a aussi ce qu'on veut entendre de lui. Vous avez suivi certains membres de la majorité présidentielle qui disent que Joseph Kabila est encore éligible parce qu'il y avait une modification de la Constitution en 2011. Écoutez, le principe de l'éligibilité de M. Kabila est non fondé. Les gens confondent le scrutin ou le mode de scrutin avec le mandat. Il y a deux questions qu'on se pose. Est-ce que M. Kabila a été chef de l'État pendant 5 ans, une fois? Est-ce qu'il a occupé ses fonctions? Indépendamment de comment il y a accédé, ça veut dire comme indépendant ou comme candidat du PPRD, a-t-il exercé les fonctions du chef de l'État pendant 5 ans? Quelle est la réponse? Oui. Entre 2006 et 2011. Est-ce que M. Kabila a exercé les fonctions, après avoir prêté serment, de chef de l'État entre 2011 et 2018? La réponse est oui. Est-ce que M. Kabila a prêté 2 fois serment lors de l'investiture à la présidence de la République? Nous disons oui. Mais malheureusement, Mme Jeannette Kabila est une dame. Si on avait un jumeau, on aurait dit, bon écoutez, ça c'était le premier jumeau, maintenant le deuxième jumeau qui s'appelle aussi Kabila peut être là pour un 3e mandat. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Donc, M. Kabila n'est pas éligible suivant notre constitution, à moins de la changer. C'est un débat inutile de par la forme, mais lorsqu'on prend le fond et les motivations, c'est abject, c'est tout à fait irrespectueux, après avoir mis ce pays à genoux, après que ce pays soit devenu le pays le plus pauvre du monde, que l'on pense encore à ce que M. Kabila continue à le détruire. C'est quand même irrespectueux vis-à-vis des Congolais. Pourquoi vous le présentez quand même sur sa candidature? Écoutez, ça ne surprendrait personne, en tout cas pas l'opposition. Parce que comme je vous le dis, il fait ce qu'il veut, c'est le chef de l'État, c'est le chef de la Cour constitutionnelle, c'est le chef du Parlement, il est le chef de tout. Donc s'il estime qu'il va mettre la paix à mal dans ce pays, parce qu'il veut continuer à la diriger en dépit de ses performances discutables durant ces 17 dernières années, il emportera la responsabilité. Moi, je ne sais pas faire un commentaire sur une telle initiative. Bien, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes membre du MLC. Vous pensez que votre parti MLC pèse encore par rapport aux années précédentes? Écoutez, malheureusement, il n'y a pas d'appareil de mesure, mais je peux vous dire que la sortie de Jean-Pierre Bemba nous a beaucoup aidé. Et vous aurez une réponse sur terrain lorsqu'il reviendra. Vous comprendrez que les Congolais l'attendent de pied ferme et vous comprendrez que ça reste un monument, si vous voulez, un acteur majeur de la classe politique congolaise et de l'opposition en particulier. Vous pensez que c'est le seul qui reste pour renverser tout ce qui ne marche pas? Ce serait de la prétention de penser qu'il est le seul. Je pense que lui, ensemble avec nous, cadres, militants, ensemble avec les autres amis de l'opposition, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Délice Sanga, en tout cas tous ceux qui veulent qu'il y ait alternance et changement dans ce pays, je pense qu'ensemble nous pouvons faire quelque chose. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, je ne pense pas, je n'ai jamais pensé. Et je pense qu'en fédérant nos énergies, nous pourrons y arriver. Une curiosité, depuis que vous avez commencé, vous n'avez pas encore cité Moïse Katumbi.
Voilà, je le cite, ensemble avec Moïse Katumbi, nous pourrons atteindre l'objectif. Je l'avais juste oublié. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'acteurs politiques que je ne vais pas citer tout le monde. Il y a plus d'une centaine. C'est compliqué. Mais quand même, c'est une grande affiche. Ah oui, oui, je le respecte beaucoup. Hein. C'est une personnalité, plusieurs fois gouverneur, gouverneur pendant plusieurs années, président de Mazembe qui a gagné quand même la Coupe d'Afrique 2 fois, je crois. C'est une personnalité, excusez-moi pour l'omission, donc il n'y a pas de problème. Il a le profil pour se représenter également. Écoutez, s'il est candidat et qu'il est sur la liste définitive, ce qui me paraît un peu compliqué en raison de sa situation, il n'a pas de passeport, il ne peut pas venir. Et s'il est candidat, les discussions seront ouvertes, hein. Ce n'est pas exclu. Hein. Vous savez, M. Kabila Joseph est président de la République. Donc dans ce pays, tout est possible. Voilà, la dernière question, les derniers points de cette émission. Vous avez suivi, soit vous suivez ce qui se passe avec la tripartite qui dirige... le pasteur Olenga Koyi. Le pasteur Olenga Koyi. Pourquoi le pasteur? Et parce que depuis qu'il est là, il prêche l'amour. Il dit nous devons aimer le chef de l'État. Avant, il n'était pas comme ça. Il disait que le chef de l'État, c'était un microbe. Depuis qu'il est là, il s'est transformé en pasteur. Il prêche l'amour, il prêche le pardon. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que je ne sais même pas ce qui s'y passe. Vous pensez qu'avec ces tripartites qui analysent la machine à voter... La tripartite vient de consommer 650 000 $ alors que les Congolais peinent à manger, à louer les 2 bouts du mois. Pour ne rien produire. Les Congolais sont en colère d'entendre ce genre de chiffres. Je vous parle de 650 000 $ pour acheter du champagne, pour acheter du vin, pour acheter des cahiers, pour prendre des notes et ainsi de suite. 650 000 $. C'est une institution budgétivore qui ne produit rien du tout. Donc laissez-moi être assez sévère parce que je pense que ce pays mérite mieux et que dans la logique, si vous voulez, dans l'essence même de la conception du CENSA, il n'était pas question d'avoir une institution qui est inféodée. Aujourd'hui, le CENSA fait des recommandations qui ne sont même pas suivies par le gouvernement, alors que dans la conception de cette institution, il était question qu'elle fasse un contrepoids et qu'elle ait le même rang que le président de la République. Aujourd'hui, M. Olenga Koyi, qui s'est transformé en pasteur, est dans ses petites bottes et il n'a aucun avis pesant, à telle enseigne que même le Premier ministre ne suit pas ses recommandations, donc c'est triste. Mais il n'est pas signataire du FCC. Mais écoutez, le FCC, c'est un fourre-tout, hein. Vous savez comment ça va se passer. Je ne sais même pas, même s'ils gagnent les élections, comment ils vont se partager le pouvoir. Mais ce n'est pas, si vous voulez, à mon sens, non, c'est un travail laborieux que de convaincre tout le monde et de payer tout le monde pour y adhérer. Mais signer ou ne pas signer, c'est sans impact. Mais ça ne fait pas peur. Mais c'est un conglomérat des personnes qui se coupent de leur base. Comprenez-vous, un monsieur comme Tshibala Nzenze, je me rappelle... En 2014-2015, comment est-ce qu'il traitait M. Kabila? S'il avait une base de 100 personnes et aujourd'hui il traite M. Kabila de son autorité morale, il ne reste que 2. Vous prenez plusieurs personnes que je ne vais peut-être pas citer, mais dès lors que vous acceptez en tant qu'opposant, après avoir combattu le système Kabila pendant 5 ans, 10 ans, vous faites de Kabila votre autorité morale, il y a des répercussions sur votre base et je trouve ça tout à fait triste. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que nous allons récupérer toutes ces bases-là et voilà, on va avancer. Monsieur Jean-Jacques Mamba, merci d'avoir répondu présent à cette invitation au cours de cette émission Réplique face à face. Est-ce que vous avez un autre message? Non, particulièrement non. Vous lirez le discours du chef de l'État demain. Vous pouvez m'appeler après pour me dire s'il y a des choses qui ont changé. J'aimerais bien. Sinon, à part cela, je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée aussi. Vous avez expliqué, selon vous, certaines recommandations de la CENI avec l'utilisation de la machine à voter, certaines positions du MLC en acceptant, bien sûr, d'avoir le MLC, la majorité présidentielle dans son congrès. Vous avez suivi et vous voulez réagir, contactez-nous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.